Bonjour à tous. Euh, Ça fait du bien de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour un conte de fées. Euh, Ce soir, nous nous retrouvons pour lire le conte du Bon Petit Henri de la Comtesse de Ségur. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de retrouver ce recueil de contes qui a bercé mon enfance. Avant de commencer, on va faire le petit topo des fêtes d'aujourd'hui, car il y a bien une fête qui se passe aujourd'hui pour nos chers polythéistes romains. Euh, Demain, le 22 février, sera le jour de Charistia, c'est-à-dire le dernier jour des Parentalia, dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Donc Charistia est en quelque sorte une fête qui concluait cette période de l'année euh, et qui consistait en gros à faire un repas de famille pour, après avoir célébré les ancêtres, les morts, les personnes qui nous ont quittés, profiter de rester avec les gens qui sont encore là. Voilà, donc ça c'est chouette parce que c'est le genre de célébration que l'on peut encore faire à notre époque. Alors, quand c'est d'autres fêtes comme par exemple Equeria qui aura lieu la semaine prochaine et qui consistait à faire des courses de chevaux, je pense pas que tout le monde va réussir à célébrer ça. Euh, Bien. Euh, Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit peu de changement. Merci d'ailleurs à ma Lyra d'amour que j'aime, qui m'a secoué les puces pour que je range mon bureau et que je fasse en sorte que le set soit un petit peu plus joli. Qu'est-ce que je ferais sans elle, sérieusement? Euh, et qu'est-ce que vous feriez sans elle? Vous devriez continuer à voir mon bureau tout sale et tout mal rangé. Maintenant, il est tout joli, tout propre. Et on a également une autre surprise pour vous aujourd'hui. Je me suis rendu compte que c'était... C'est pas que j'ai un visage moche. Je suis plutôt pas mal, je dirais, mais je suis pas très très intéressante à regarder lorsque je suis en train de lire. Voilà, je l'admets, j'ai pas les réactions les plus intéressantes, j'ai pas le visage le plus expressif du monde, et du coup, c'est probablement plus intéressant de pouvoir suivre en lisant le texte, n'est-ce pas? Et bien du coup, regardez ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Hop là, on a un nouveau set. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ah voilà, quand même. Donc on a un nouveau set aujourd'hui de façon à pouvoir suivre le texte. Donc vous allez pouvoir lire avec moi directement. Et vous allez pouvoir profiter des jolies images qui se trouvent sur cette version PDF des nouveaux contes de fées. Euh, voilà, et j'aime beaucoup pouvoir lire dans mon petit livre que j'ai depuis des années. Mais je sais que c'est probablement plus intéressant pour vous d'avoir quelque chose à l'écran. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer notre lecture du Bon Petit Henri. Alors, c'est un conte de fées un peu plus court, il me semble, que le conte de Blondine, Bonne Biche et Beauminon que nous avons lu il y a quelques semaines. Oui, il y a quelques semaines, désolée encore une fois pour ça. Il faut dire que j'ai... Oui, quel beau décor. En effet, Lyra, merci encore. Ce sera encore plus cool avec plein de peluches. Oui, c'est vrai, on a décidé de mettre quelque chose pour décorer un petit peu la commode qu'il y a derrière. Moi, je voulais juste mettre des livres, mais Lyra a eu une super idée. On va mettre plein de jolies peluches, celles qui prennent la poussière dans notre armoire et qui seront probablement bien heureuses d'être à l'air, je pense. Encore une fois, merci Lyra de m'aider. Je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Et la lampe arrivera demain normalement, comme ça on verra encore mieux ton joli sourire.
Non. Oui, en effet, c'est vrai que c'est un petit peu sombre, je crois. J'ai essayé de... En fait, avant, j'avais la lumière de mon ordi que j'aimais pas trop parce qu'elle était un peu bleutée. Donc je l'ai mis un petit peu, j'ai essayé de la rendre un petit peu plus calme. J'ai utilisé la version de nuit de l'éclairage, mais ouais, avec une lampe pro, ce sera probablement mieux. Après, ça gêne pas trop non plus. Et puis demain, ce sera arrangé. Mais oui, ce sera arrangé. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je veux dire, c'est pas pour mon visage qu'on vient, c'est pour les histoires. Hein? N'est-ce pas? Ok. Alors, comme je le disais, donc c'est une histoire un petit peu plus courte que, que l'histoire de Blondine, Bonne Biche et Beauminon que nous avons lu il y a quelques semaines. Oui, désolée pour ça, j'ai été un peu malade ces derniers temps. On s'est vu la semaine dernière pour lire des poèmes. Euh, Est-ce que c'est normal que le texte prenne pas toute la partie de droite? Ah bah ça c'est une bonne question. Ah oui, j'imagine que D'accord, ouais, je crois qu'il y a eu un souci, je crois que le format... Ouais, je crois que le format a bougé. Excuse-moi, je vais juste... Hop, si je fais comme ça, en principe... Ouais, voilà, je crois que là, ça devrait être bon. Yeah, ouais, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, Antoine Daniélis me veut complète la barre noire. Ah là là. Bon, eh bien, voilà, si c'est un petit peu mieux, on va pouvoir commencer. Ouais, désolée, j'avais pas remarqué. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai été malade ces derniers temps, donc on a sauté quelques semaines, quelques séances, mais on va pouvoir reprendre notre lecture des nouveaux contes de fées. Donc le bon petit Henri, comme j'ai dit, est un peu plus court que les contes qu'on a lus avant. C'est une histoire où vous allez le voir à nouveau, les thèmes chrétiens qu'on retrouve beaucoup chez la comtesse de Ségur sont très très présents. Euh, Notamment ici, je pense que la vertu en vérité qui est surtout soulignée, c'est alors comment on dit ça? Je ne sais plus quel est le terme exact en français. Euh, la diligence, j'imagine, le fait de travailler dur. Je pense que c'est plutôt la persévérance qui serait une bonne description de ce conte. Euh, mais ça, vous allez pouvoir le constater. Euh, Nous allons donc commencer la lecture et on va faire un petit point chapitre par chapitre, comme nous avons fait la dernière fois. Allez, c'est parti. C'est parti pour l'histoire du bon petit Henri. Chapitre 1. La pauvre mère malade. Il y avait une fois une pauvre femme qui était veuve et qui vivait seule avec son petit Henri. Elle l'aimait tendrement, et elle avait bien raison de l'aimer, car jamais on n'avait vu un plus charmant enfant. Quoiqu'il n'eût encore que 7 ans, il faisait tout le ménage pendant que la pauvre maman travaillait pour aller ensuite vendre son ouvrage et faire vivre son petit Henri et elle-même. Il balayait, il lavait le plancher, il faisait la cuisine, il bêchait et cultivait le jardin, et quand son ouvrage était fini, il se mettait à raccommoder ses habits, les souliers de sa maman, ou bien à faire des bancs, des tables et tout ce qu'il avait la force de fabriquer. Eh ben, vous avez déjà vu un enfant de 7 ans faire tout ça, vous? La maison où ils vivaient était à eux. Elle était isolée. En face de leur fenêtre était une haute montagne, si haute que personne n'avait jamais pu monter jusqu'au sommet. D'ailleurs, elle était entourée d'un torrent, de murs élevés et de précipices infranchissables. Ils étaient heureux et contents. Mais un jour, la pauvre maman tomba malade. Elle ne connaissait pas de médecin. D'ailleurs, elle n'aurait pas eu d'argent pour le payer. Le pauvre Henri ne savait pas ce qu'il fallait faire pour la guérir. Quand elle avait soif, il lui faisait boire de l'eau car il n'avait pas autre chose à lui donner. Il restait nuit et jour près d'elle.
Il mangeait à peine un morceau de pain sec au pied de son lit, et quand elle dormait, il la regardait et pleurait. La maladie augmenta de jour en jour, et enfin la pauvre femme fut tout à fait mourante. Elle ne pouvait ni parler, ni même avaler quoi que ce soit. Enfin, quoi que ce fût, pardon. Elle ne reconnaissait plus son petit Henri qui sanglotait à genoux près de son lit. Dans son désespoir, il s'écria « Fée bienfaisante, venez à mon secours, sauvez ma pauvre maman !» À peine eut-il prononcé ces mots que la fenêtre s'ouvrit et qu'il vit entrer une dame richement vêtue qui lui demanda d'une voix douce « Que désirez-vous de moi, mon petit ami? Vous m'avez appelé, me voici. » « Madame, s'écria Henri en se jetant à ses genoux et en joignant les mains, si vous êtes la fée bienfaisante, sauvez ma pauvre maman qui va mourir et me laisser seule en ce monde. » La fée regarda Henri d'un air attendri. Puis sans mot dire, elle s'approcha de la pauvre femme, se pencha sur elle, l'examina attentivement, souffla sur son visage et dit « Il n'est pas en mon pouvoir de guérir ta maman, mon pauvre enfant. C'est à toi seul qu'est réservée sa guérison, si tu as le courage d'entreprendre le voyage que je vais t'indiquer. » « Parlez, madame, parlez. Il n'est rien que je ne fasse pour sauver maman. »« Il faut, dit la fée, que tu ailles chercher la plante de vie qui croît en haut de la montagne que tu vois par cette fenêtre. Quand tu auras cette plante, tu en exprimeras le suc dans la bouche de ta maman, qui reviendra immédiatement à la vie. » Moi, ça me fait rire parce que pour moi, la plante de vie, c'est une plante dans les Sims. Enfin bon. « Je vais partir tout de suite, madame. Mais qui est-ce qui soignera ma pauvre maman pendant mon absence? Et d'ailleurs, ajouta-t-il en sanglotant plus fort, elle sera morte bien avant mon retour. »« Sois tranquille, pauvre enfant. Si tu vas chercher la plante de vie, ta mère n'aura besoin de rien jusqu'à ton retour, et elle restera dans l'état où tu la vois actuellement. Mais tu courras bien des dangers, tu subiras bien des fatigues avant d'avoir cette plante. Il te faudra un grand courage et une grande persévérance pour la rapporter. Je ne crains pas, madame, de manquer de courage et de persévérance. Dites-moi seulement comment je reconnaîtrai cette plante parmi toutes celles qui couvrent la montagne. Si tu arrives jusqu'en haut, tu appelleras le docteur chargé de la garde de cette plante. Tu diras que c'est moi qui t'ai envoyé et il t'en remettra une tige. » Henri remercia la fée en lui baisant les mains, prit congé de sa mère, la couvrit de baisers, mit un pain dans sa poche et sortit après avoir salué respectueusement la fée. La fée sourit en regardant ce pauvre enfant de 7 ans qui partait tout seul pour gravir une montagne si dangereuse que tous ceux qui avaient tenté d'en atteindre le sommet avaient péri. Fin du chapitre 1. Voilà. Alors, que dire sur ce premier chapitre? Alors, on a un début quand même assez classique. On a un personnage principal, un héros, le petit Henri, qui part affronter des épreuves pour obtenir ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est quoi? Ce qu'il veut, c'est sauver sa maman qui est malade. Quelque chose me frappe dans ce premier chapitre, et c'est pas les quelques commentaires que j'ai faits, c'est que la comtesse insiste beaucoup sur son âge. On dit, voilà, c'est un petit garçon de 7 ans, il est très très fort, mais il reste tout petit à son âge et il y a des choses qu'il ne sait pas. Par exemple, quand sa maman tombe malade, il ne sait pas comment s'occuper d'elle. Et il veille sur elle, il lui donne de l'eau, mais il ne sait pas, par exemple, s'il faut la rafraîchir ou au contraire lui tenir chaud, tout ça. La comtesse insiste pas mal là-dessus. Et c'est un petit garçon de 7 ans, certes, mais il fait des choses très très difficiles, même pour un adulte. Prendre soin d'une maison, fabriquer des choses, soutenir sa maman, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles, même pour une personne adulte. Alors, on pourrait se dire que la fée est quand même un petit peu cruelle de forcer Henri à subir cette épreuve. Après tout, la fée, elle pourrait pas juste voler jusqu'au sommet de la montagne et récupérer la plante pour lui. Voilà, on pourrait se dire qu'elle pourrait lui offrir tout simplement la solution si elle avait vraiment pitié de ce pauvre petit. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal dans les contes de fées pour enfants. Alors oui, certes, c'est parce que on n'aurait pas d'histoire si la fée se contentait d'aller chercher la plante pour le petit.
mais aussi parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les contes destinés aux enfants. On montre très souvent, et c'est le cas aussi dans la littérature, dans les romans jeunesse par exemple, on montre souvent un enfant de l'âge des lecteurs, du coup, capable d'accomplir des choses incroyables et de se sortir de situations très dangereuses. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de livre? Eh bien, c'est pour montrer aux enfants que les difficultés de la vie, qui existent et qui sont injustes, la maman qui est malade, les épreuves que Henri va subir, ces épreuves, ces difficultés peuvent être surmontées avec assez de courage et un petit peu d'aide et de chance. Il y a une citation à ce sujet que j'adore, qui nous vient de l'écrivain Gilbert Keith Chesterton. Fairy tales do not tell children that dragons exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children the dragons can be killed. Les contes ne disent pas aux enfants que les dragons existent. Les enfants savent déjà que les dragons existent. Les contes disent aux enfants que les dragons peuvent être tués. Donc, nous avons notre début du conte et nous avons du coup la question principale qui sera: quelles vont être les épreuves de Henri? Comment va-t-il en triompher? Et quelle sera sa récompense, bien entendu. Alors, on va reprendre la lecture avec le corbeau, le coq et la grenouille. Le petit Henri marcha résolument à la montagne, qui se trouva être plus éloignée qu'elle ne paraissait. Au lieu d'y arriver en une demi-heure, comme il le croyait, il marcha toute la journée avant de se retrouver au pied. Au tiers du chemin, à peu près, il vit un corbeau qui s'était pris la patte dans un piège que lui avait tendu un méchant garçon. Le pauvre corbeau cherchait inutilement à se dégager de ce piège qui le faisait cruellement souffrir. Henri courut à lui, coupa la ficelle qui tenait la patte du corbeau et le délivra. Le corbeau s'envola à tire-d'aile, après avoir crié à Henri « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai !» Henri fut très surpris d'entendre parler un corbeau, mais il n'en continua pas moins sa route. Lui, il est zen, Henri. Il entend un corbeau parler, c'est genre « Ok, j'ai autre chose à faire. Hein. » Quelque temps après, pendant qu'il se reposait dans un buisson épais et qu'il mangeait un morceau de son pain, il vit un coq poursuivi par un renard et qui allait être pris malgré ses efforts inouïs pour s'échapper. Le coq passa tout près de Henri qui, le saisissant adroitement, l'attira à lui et le cacha sous sa veste sans que le renard eût pu le voir. Le renard continua à courir pensant que le coq avait volé plus loin. Henri ne bougea pas jusqu'à ce que le renard fût hors de vue. Alors il laissa aller le coq, qui lui dit à mi-voix « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Il est plus surpris maintenant. Henri était reposé, il se leva et continua à marcher. Quand il eut fait encore un bon bout de chemin, il vit une pauvre grenouille qui allait être dévorée par un serpent. La grenouille tremblait et ne bougeait pas, paralysée par la peur. Le serpent avançait rapidement vers elle, la gueule béante. Henri saisit une grosse pierre et la lança si habilement dans la gueule du serpent au moment où celui-ci allait dévorer la grenouille que la pierre entra dans la gorge du serpent et l'étouffa. La grenouille s'éloigna en sautant et cria à Henri « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai !» Henri, qui avait déjà entendu parler le corbeau et le coq, ne s'étonna plus d'entendre parler la grenouille et continua sa route. Eh ben dis donc, il y a beaucoup de créatures bizarres dans cette partie de la campagne. Peu après, il arriva au pied de la montagne, mais il vit qu'il y avait une rivière large et profonde qui coulait au pied, si large qu'on voyait à peine l'autre bord. Henri s'arrêta bien embarrassé. Peut-être, se dit-il, trouverai-je un pont ou un gué ou un bateau. Il se mit à longer la rivière qui tournait tout autour de la montagne. Mais partout elle était large et profonde, et nulle part il n'y avait ni pont ni bateau.
Le pauvre Henri s'assit en pleurant au bord de la rivière. Bon, je tiens à préciser quand même que si ça fait le tour de la montagne, c'est probablement pas une rivière, c'est plus... C'est genre, c'est genre un canal, je pense. Parce que, ben, la rivière, elle coule, en principe. Fée bienfaisante. En fait, si c'est une rivière, ça veut dire qu'elle coule, mais en rond. Voilà, elle coule en rond autour de la montagne. C'est une rivière magique. Bah oui, forcément. Fée bienfaisante, venez à mon secours, s'écria-t-il. À quoi me sert de savoir qu'au haut de la montagne est une plante qui sauvera ma pauvre maman si je ne puis y arriver? Au même moment, le coq qui l'avait protégé contre le renard apparut au bord et lui dit: La fée bienfaisante ne peut rien pour toi. Cette montagne est hors de sa puissance. Ah bah voilà, ça explique pourquoi elle n'est pas allée chercher la plante elle-même. Cette montagne est hors de sa puissance. Mais tu m'as sauvé la vie. Je veux te témoigner ma reconnaissance. Monte sur mon dos, Henri, et foi de coq, je te mènerai à l'autre bord. Henri n'hésita pas. Il se lança sur le dos du coq, s'attendant à tomber dans l'eau. Mais il ne fut même pas mouillé, car le coq le reçut si habilement sur son dos qu'il s'y trouva assis aussi solidement que sur un cheval. Ça doit quand même être un sacré gros coq si un gamin de 7 ans peut s'asseoir dessus. Il se cramponna fortement à la crête du coq, qui commença à la traverser. La rivière était si large qu'il vola pendant 21 jours avant d'arriver à l'autre bord. Et pendant ces 21 jours, Henri n'eut ni faim, ni soif, ni sommeil. Voilà l'illustration du petit Henri sur son coq. Quand ils furent arrivés, Henri remercia poliment le coq, qui hérissa gracieusement ses plumes et disparut. Un instant après, Henri se retourna. La rivière avait aussi disparu. C'est sans doute le génie de la montagne qui voulait m'empêcher d'arriver, dit Henri. Mais avec le secours de la fée bienfaisante, me voici bien près d'atteindre le but. Donc, ce chapitre 2. Alors, déjà, on a un début de réponse à ce qui va aider Henri. D'une part, il va y avoir la persévérance, hein, il fait bien le tour de la montagne pour constater que c'est pas une rivière, ou alors c'est une rivière magique qui coule en faisant le tour de la montagne. Euh, et un autre élément important, il triomphe d'épreuves, pas tout seul, mais avec l'aide des amis que l'on a déjà aidés. Ça, c'est un grand classique de ce genre de conte. Très souvent, le héros ne peut pas tout faire tout seul, hein, il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et très souvent, il va y avoir des animaux ou des personnages qu'il aura rencontrés en chemin qui ont, comme par hasard, le pouvoir de l'aider avec une de ces épreuves. Euh, c'est un grand classique, on le retrouve dans plein de contes différents. On peut par exemple penser à une légende très connue au Japon, la légende de Momotaro, dans laquelle, si je dis pas de bêtises, il reçoit l'aide. Si je dis pas de bêtises, il y a un oiseau, un singe et un animal marin, je crois, je ne sais plus exactement, ça remonte un petit peu à loin. Mais oui, c'est un peu la même idée. On se fait des amis en chemin, façon shonen, et ils nous aident à triompher des épreuves. Voilà. Donc voilà, très très classique, pas vraiment de grand chose à rajouter là-dessus. Quelque chose d'autre qui apparaît quand même et qui apparaît beaucoup dans ce conte et dans beaucoup d'autres contes de la comtesse de Ségur, c'est l'exagération. Plutôt, je veux dire, c'est une rivière et a priori, le petit Henri, il voit la montagne. Il se disait même qu'elle était à une demi-heure de marche. La rivière peut pas être si large que ça. Mais le coq met quand même 21 jours à traverser la rivière. On est on est dans la démesure. Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de démesure? Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature pour enfants parce que pour les enfants qui sont tout petits, tout est démesuré.
Donc c'est pour ça qu'on est constamment dans l'exagération. C'est parce que d'un côté, ça rajoute un peu du spectacle. On se dit, waouh, il est resté 21 jours sur le coq à traverser une rivière. D'un autre côté, c'est aussi, ben, pour un enfant, ça pourrait être 21 jours si c'est un long, long voyage. Je pense par exemple là, quand j'étais toute petite et que je partais en voyage avec ma famille, j'avais l'impression qu'on passait des jours dans l'avion. Alors que bon, c'était déjà bien quand on y passait, allez, 12 heures maximum. Donc oui, donc je pense que c'est à ça qu'est due toute cette démesure. Excusez-moi. On va continuer du coup avec le troisième chapitre. La moisson. Alors, déjà que j'y arrive. Voilà, ça y est. La moisson. Il marcha longtemps, longtemps, mais il avait beau marcher, il n'était pas plus loin du pied de la montagne, ni plus près du sommet que lorsqu'il avait passé la rivière. Un autre enfant aurait retourné sur ses pas, mais le brave petit Henri ne se découragea pas. Et malgré une fatigue extrême, il marcha 21 jours sans avancer davantage. Au bout de ce temps, il n'était pas plus découragé qu'au premier jour. « Dussé-je marcher 100 ans, dit-il, j'irai jusqu'à ce que j'arrive en haut. » À peine avait-il prononcé ces paroles qu'il vit devant lui un petit vieillard qui le regardait d'un air malin. « Tu as donc bien envie d'arriver, petit ?» lui dit-il. « Que cherches-tu en haut de cette montagne ?»« La plante de vie, mon bon monsieur, pour sauver ma bonne maman qui se meurt. » Le petit vieillard hocha la tête, appuya son petit menton pointu sur la pomme d'or de sa canne, et dit, après avoir examiné longuement Henri, « Ta physionomie douce et franche me plaît, mon garçon. Je suis un des génies de la montagne. Je te laisserai avancer, à condition que tu me récolteras tout mon blé, que tu le battras, et que tu en feras de la farine, et que tu mettras la farine en pain. Quand tout sera récolté, battu, moulu et cuit, appelle-moi. Tu trouveras tous les ustensiles qui te seront nécessaires dans le fossé ici près de toi. Les champs de blé sont devant toi et couvrent la montagne. » Le petit vieillard disparut, et Henri considéra d'un œil effrayé les immenses champs de blé qui se déroulaient devant lui. Mais il surmonta bien vite ce sentiment de découragement, ôta sa veste, prit dans le fossé une faucille et se mit résolument à couper le blé. Il y passa 195 jours et autant de nuits. Quand tout fut coupé, Henri se mit à battre le blé avec un fléau qu'il trouva sous sa main. Il le battit pendant 60 jours. Quand tout fut battu, il commença à le moudre dans un moulin qui s'éleva près du blé. Il moulut pendant 90 jours. Quand tout fut moulu, il se mit à pétrir et à cuire, il pétrit et cuisit pendant 120 jours. À mesure que les pains étaient cuits, il les rangeait proprement sur des rayons, comme des livres dans une bibliothèque. Quand tout fut fini, Henri se sentit transporté de joie. Il appela le génie de la montagne. Le génie apparut immédiatement, compta 468 329 pains, craqua un petit bout du premier et du dernier, s'approcha de Henri, lui donna une petite tape sur la joue et lui dit « Tu es un bon garçon, et je veux te payer ton travail. » Il tira de sa petite poche une tabatière en bois qu'il donna à Henri en disant avec malice « Quand tu seras de retour chez toi, tu ouvriras ta tabatière et tu y trouveras du tabac comme tu n'en as jamais eu. » Pardon, comme jamais tu n'en as eu. Tout de même. Henri ne prenait jamais de tabac, et le présent du petit génie ne lui sembla pas bien utile, mais il était trop poli pour témoigner ce qu'il pensait. Et il remercia le vieillard d'un air satisfait. Le petit vieillard sourit, puis éclata de rire et disparut. Voilà, fin du chapitre 3. Donc, on a un schéma qui se répète, une épreuve, beaucoup d'attentes et beaucoup de persévérance pour surmonter cette attente. Et là, on a un nouveau thème qui apparaît et qui est très très fréquent dans les histoires chrétiennes, qui est le travail acharné. Henri, il triomphe de ses épreuves en étant patient, ça dure très longtemps, persévérant, ça demande beaucoup d'efforts, et donc aussi très travailleur. Il ne s'arrête pas
avant d'avoir réussi. Euh, alors, on aime ou on n'aime pas ce genre de morale. Personnellement, j'ai un avis assez ambivalent sur ce genre de choses. Je ne suis pas d'avis que travailler de façon acharnée est si bonne que ça en général, dans la vraie vie en tout cas, parce que s'il n'avait pas eu la bénédiction d'une fée qui fait qu'il n'est jamais fatigué, qu'il n'a jamais soif et qu'il n'a jamais faim, Henri, il serait mort là. Alors complètement. Il faut être un robot pour réussir ce genre de choses. Malgré malgré cette vertu que ce texte essaye de transmettre, je pense pas. Je pense qu'il y a en fait de façon amusante. C'est voilà, la comtesse de Ségur a montré quelque chose qui n'était pas faisable et elle l'avoue, car ben Henri n'est pas capable de réussir ses épreuves. Il ne serait pas capable de réussir ses épreuves sans avoir eu le secours voilà, de la fée. Après, avoir de la persévérance, continuer de travailler pour atteindre son but, ça reste quelque chose de louable. Il faut juste pas être dans l'excès. Continuons maintenant. Hop. Nous voilà. La vendange. Henri recommença à marcher et s'aperçut avec bonheur que chaque pas le rapprochait du haut de la montagne. En 3 heures, il était arrivé aux 2 tiers du chemin, lorsqu'il se trouva arrêté par un mur très élevé qu'il n'avait pas aperçu. Il le longea et vit avec effroi, après 3 jours de marche, que ce mur faisait le tour de la montagne, et qu'il n'y avait pas la moindre porte, la moindre ouverture par laquelle on pût pénétrer. Henri s'assit par terre et réfléchit à ce qu'il devait faire. Il se résolut à attendre. Il attendit pendant 45 jours. Au bout de ce temps, il dit « Dussé-je encore attendre 100 ans, je ne bougerai pas d'ici. » À peine eut-il dit ces mots qu'un pan de mur s'écroula avec un bruit effroyable et qu'il vit s'avancer par cette ouverture un géant qui brandissait un énorme bâton. Oh, très très belle illustration du géant ici, je l'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Je crois que c'est une liane, ça. Ça ressemble un peu à un serpent, comme le serpent qu'on avait eu au début de l'histoire. Tu as donc bien envie de passer, mon garçon ? Que cherches-tu au-delà de mon mur ? Je cherche la plante de vie, monsieur le géant, pour guérir ma pauvre maman qui se meurt. S'il est en votre pouvoir de me faire franchir ce mur, je ferai pour votre service tout ce que vous me commanderez. Ah, il n'est pas bête le petit Henri, il a commencé à comprendre que s'il croise quelqu'un, il faut lui proposer ton aide. En vérité ? Eh bien écoute, ta physionomie me plaît. Je suis un des génies de la montagne, et je te ferai passer ce mur si tu veux me remplir mes caves. Voici toutes mes vignes, cueille le raisin, écrase-le, mets-le en jus dans mes tonneaux et range mes tonneaux dans mes caves. Tu trouveras tout ce qui te sera nécessaire au pied de ce mur. Quand ce sera fait, appelle-moi. Et bon, en l'occurrence, ce ne sera pas du vin, ce sera du jus de raisin. Hein. Tu vas pas... Je veux dire, il faut des années pour que du jus de raisin devienne du vin. Enfin. Et le géant disparut, refermant le mur derrière lui. Henri regarda autour de lui. À perte de vue s'étendaient les vignes du géant. « J'ai bien ramassé tous les blés du petit vieillard, se dit Henri. Je pourrais bien cueillir les raisins du géant. Ce sera un travail moins long et moins difficile de mettre le raisin en vin que de mettre le blé en pain. » Henri ôta sa veste, ramassa une serpette qu'il trouva à ses pieds et se mit à couper les grappes et à les jeter dans des cuves. Il fut 30 jours à faire la récolte. Quand tout fut cueilli, il écrasa le raisin et en versa le jus dans des tonneaux qu'il rangeait dans des caves à mesure qu'il les remplissait. Il fut 90 jours à faire le vin. Quand tout le vin fut prêt, les tonneaux bien mis en ordre, les caves bien arrangées, Henri appela le géant, qui apparut immédiatement, examina les tonneaux, goûta le vin du premier et du dernier,
se tourna vers Henri et lui dit « Tu es un brave petit homme et je veux te payer de ta peine. » C'était du très très bon jus de raisin. Il ne sera pas dit que tu aies travaillé gratis pour le géant de la montagne. Il tira de sa poche un chardon, le donna à Henri et lui dit « Quand tu seras revenu chez toi, chaque fois que tu désireras quelque chose, sens ton chardon. » Henri trouva que le présent n'était pas généreux, mais il le reçut en souriant d'un air aimable. Au même instant, le géant siffla à faire trembler la montagne. Le mur et le géant disparurent immédiatement, et Henri put continuer sa route. Donc, fin du chapitre 4. Bon, voilà. On continue encore le même schéma. Une épreuve, beaucoup de travail, et Henri, avec de la patience et de la persévérance, y arrive. Bon, tout de même, je maintiens que on ne pouvait pas appeler ça du vin. Il aurait dû attendre au moins quelques mois avant d'y goûter le géant. Bon, après, 3 mois peut-être. Est-ce qu'on peut faire du vin en 3 mois? Parce que 90 jours, c'est 3 mois. Est-ce que ça irait? Quoique, il a mis 30 jours avant ça à écraser le raisin. Donc, techniquement, pour faire tout ça, il a mis 120 jours. C'est-à-dire à peu près 4 mois. Est-ce qu'en 4 mois, on peut faire du vin? Honnêtement, je... je veux dire, c'est un conte. Hein. Je cherche la petite bête juste pour être drôle, mais quand même. Enfin bon, continuons, chapitre 5. Chapitre 5, la chasse. Il n'était plus qu'à une demi-heure de marche du sommet de la montagne, lorsqu'il se vit arrêté par un précipice si large qu'il était impossible de sauter de l'autre côté, et si profond qu'il n'en voyait pas le fond. Henri ne perdit pas courage. Il suivit le bord du précipice jusqu'à ce qu'il fût revenu à l'endroit d'où il était parti. Il vit alors que le précipice tournait autour de la montagne. « Que faire » dit le pauvre Henri. « À peine ai-je franchi un obstacle qu'il s'en élève un autre. Comment passer ce précipice ?» Et le pauvre enfant sentit pour la première fois ses yeux pleins de larmes. Il chercha le moyen de passer ce précipice, il n'en trouva pas, et il s'assit tristement au bord. Tout à coup, il entendit un effroyable rugissement. En se retournant, il vit à 10 pas de lui un loup énorme qui le regardait avec des yeux flamboyants. Ouh, la belle illustration. Il a l'air quand même assez âgé, hein, le petit Henri ici. Il n'a pas vraiment l'air d'avoir 7 ans. Enfin bon. Oh, mais qu'est-ce que c'est joli. « Que viens-tu chercher dans mes domaines ?» dit le loup d'une voix formidable. « Monseigneur le loup, je viens chercher la plante de vie pour ma pauvre maman qui se meurt. Si vous pouvez me faire passer ce précipice, je serai votre serviteur dévoué pour tout ce que vous me commanderez. » Eh bien, mon garçon, si tu peux attraper tout le gibier qui est dans mes forêts, oiseaux et quadrupèdes, et me les mettre en rôti et en pâté, foi de génie de la montagne, je te ferai passer de l'autre côté du précipice. Tu trouveras près de cet arbre tout ce qu'il te faut pour ta chasse et ta cuisine. Quand tu auras fini, tu m'appelleras. En disant ces mots, il disparut. Henri reprit courage. Il ramassa un arc et des flèches qu'il vit à terre et se mit à tirer sur les perdrix, les bécasses, les guelinottes, les coqs de bruyère qui passaient, mais il ne savait pas tirer et il ne tuait rien. Il y avait 8 jours qu'il tirait en vain, et il commençait à s'ennuyer, lorsqu'il vit près de lui le corbeau qu'il avait sauvé en commençant son voyage. « Tu m'as sauvé la vie, » croassa le corbeau, « et je t'ai dit que je te le revaudrais. Je vais tenir ma promesse, car si tu n'accomplis pas les ordres du loup, il te croquera en guise de gibier. Suis-moi, je vais faire la chasse, tu n'auras qu'à ramasser le gibier et à le faire cuire. » En disant ces mots, il vola au-dessus des arbres de la forêt et se mit à tuer à coups de bec et de griffes tout le gibier qui peuplait cette forêt. Quand même, un corbeau... Regardez tout ce qu'il fait. Regarde, il tua ainsi pendant 150 jours
1 860 726 pièces. Chevreuil, perdrix, bécasse, gelinotte, coq de bruyère, écaille. Vous avez déjà vu un corbeau tuer un chevreuil? Les gars, ça doit être un sacré gros corbeau. Enfin bon. Euh, Et puis honnêtement, je pense que je suis à moitié convaincue que la comtesse de Ségur n'a écrit ce conte que pour apprendre à ses petits-enfants comment on écrivait les chiffres, parce que le nombre de chiffres immenses que l'on n'arrête pas de voir. Remarque, si elle a fait ça, c'est pas stupide, hein. Je pense qu'il y a moyen. Enfin. À mesure que le corbeau les tuait, Henri les dépeçait, les plumait ou les écorchait et les faisait cuire soit en pâté, soit en rôti. Quand tout fut cuit, il rangea tout proprement le long de la forêt. Alors le corbeau lui dit « Adieu, Henri, il te reste encore un obstacle à franchir, mais je ne puis t'y aider. » Ne perds pas courage, les fées protègent l'amour filial, même quand celui-ci conduit au génocide de toute la faune d'une forêt. Pardon. Avant que Henri eût le temps de remercier le corbeau, il avait disparu. Il appela alors le loup et lui dit « Voici, monseigneur, tout le gibier de vos forêts. Je l'ai cuit comme vous me l'avez ordonné. Veuillez me faire passer le précipice. » Le loup examina le gibier, croqua un chevreuil rôti et un pâté, se lécha les lèvres et dit à Henri « Tu es un bon et brave garçon, je vais te payer de ta peine. » Excusez-moi, mon chat a à nouveau essayé de défoncer la porte. Donnez-moi juste une petite seconde, s'il vous plaît. Ah oh, excusez-moi, nous revoilà. Midnight, mesdames et messieurs, des championnes du monde de défonçage de portes. Nous allons pouvoir reprendre. Alors. Tu es un bon et brave garçon. Je vais te payer de ta peine. Il ne sera pas dit que tu aies travaillé pour le loup de la montagne sans qu'il t'ait payé ton travail. En disant ces mots, il donna à Henri un bâton, qu'il alla chercher dans la forêt et lui dit « Quand tu auras cueilli la plante de vie et que tu voudras te transporter quelque part, monte à cheval sur ce bâton. » Henri fut sur le point de rejeter dans la forêt ce bâton inutile, mais il pensa que ce ne serait pas poli, il le prit en remerciant le loup. Je veux dire, quand même, si un génie de la montagne te donne quelque chose, tu le prends. Et surtout, je veux dire, c'est un bâton magique, tu vas pas le refuser. Enfin. Monte sur mon dos, Henri, dit le loup. Henri sauta sur le dos du loup. Aussitôt, le loup fit un bond si prodigieux qu'il se trouva de l'autre côté du précipice. Henri descendit, remercia le loup et continua sa marche. Alors là, on arrive à un enjeu assez important. Les épreuves commencent à devenir réellement dangereuses. Le loup, le génie de la montagne, là le loup, il représente un danger. Bon, déjà, on avait le vieillard. Bon, un vieillard, c'est relativement safe. Puis on a eu le géant lui, certes, il est géant, il est très fort, mais on pouvait raisonner avec lui. Et puis là, on arrive à un animal sauvage. Et puis un animal sauvage traditionnellement menaçant. Les loups dans la vraie vie, c'est pas réellement très agressif, mais lui, je veux dire, dans la fiction en général, les loups symbolisent le danger, symbolisent la sauvagerie. Donc là, voilà, on arrive à un moment dangereux. Et Henri ne peut plus, malgré tout son courage et sa persévérance, il ne peut plus triompher des épreuves tout seul. Et c'est pour ça qu'il a besoin de l'aide des animaux qu'il a déjà aidés. Donc ça, c'est une nuance qui est quand même assez importante dans cette histoire. Et je ne sais pas si elle est accidentelle ou pas, je ne pense pas. Parce que, bon, quand même, je veux dire, la comtesse de Ségur, elle écrivait certes essentiellement pour ses petits-enfants, mais elle écrivait beaucoup. Elle savait écrire une histoire, la dame. Et donc, c'est une nuance assez intéressante. Le travail acharné permet de franchir une partie du chemin,
Mais plus on approche du sommet, plus on approche... Si on prend la métaphore, admettons que le sommet ce soit la réussite, on parle beaucoup de travail depuis le début, donc admettons que ce soit une métaphore du travail en général, le sommet étant la réussite euh, pour obtenir une vie, disons, une vie confortable. Euh, Quelque chose qui est intéressant, c'est que voilà, le travail acharné permet de franchir une partie du chemin, mais plus on approche du sommet, plus les épreuves sont faites pour ne pas pouvoir être surmontées. Les animaux sont trop malins et Henri ne peut pas les attraper. Euh, et il faut quelqu'un qui est dans son élément pour pouvoir y arriver. En l'occurrence, le corbeau qui... t'es un sacré corbeau pour réussir à tuer autant d'animaux. Vous allez voir, j'ai pas fini de parler un petit peu de critique du capitalisme. Je pense pas que c'était vraiment voulu dans le texte original, mais c'est le message que j'y lis. Continuons du coup avec le prochain chapitre, la pêche. Oh, quelque chose d'autre qui est très intéressant, désolé, avant de reprendre le prochain chapitre, quelque chose d'autre qui est intéressant. Euh, on vient de briser la règle de 3. Très 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 souvent dans ce genre d'histoire, on a la règle de 3. Ça va être 3 épreuves. Euh, Généralement, 2 que l'on réussit et puis une que on réussit pas tout à fait et puis on réussit plus ou moins à le faire. C'est compliqué. Mais là, on vient de briser la règle de 3. On a traversé la rivière avec l'aide du coq. On a cueilli le blé du vieillard. On a cueilli le raisin du géant. On a vu 3 épreuves. On s'attend à ce que ce soit fini. Mais non, c'est pas fini. On a eu le loup avec la forêt et on n'est même pas encore complètement sorti de nos épreuves. Comme vous pouvez voir le titre du prochain chapitre. Donc ça, c'est un petit peu... on déjoue un petit peu les attentes ici, hein, quand même. Et ça explique aussi pourquoi Henri se met à pleurer à ce moment-là. Parce que on se dit, 3 épreuves, c'est déjà suffisant. Mais non, il y en a encore. Donc oui, le pauvre gamin, il est triste, il pleure. Allez, reprenons maintenant la lecture. Alors, la pêche. Enfin, il aperçut le treillage du jardin où était enfermée la plante de vie. Et il sentit son cœur bondir de joie. Il regardait toujours en haut tout en marchant et allait aussi vite que le lui permettaient ses forces, quand il sentit tout un coup qu'il tombait dans un trou. Il sauta vivement en arrière, regarda à ses côtés et vit un fossé plein d'eau, assez large et surtout très long, si long qu'il n'en voyait pas les 2 bouts. C'est sans doute le dernier obstacle dont m'a parlé le corbeau, dit Henri. Puisque j'ai franchi tous les autres avec le secours de la fée bienfaisante, elle m'aidera bien certainement à surmonter celui-ci. C'est elle qui m'a envoyé le coq et le corbeau, ainsi que le petit vieillard, le géant et le loup. Je vais attendre qu'il lui plaise de m'aider cette dernière fois. En disant ces mots, Henri se mit à longer le fossé dans l'espoir d'en trouver la fin. Il marcha pendant 2 jours, au bout desquels il se retrouva à la même place d'où il était parti. Henri ne s'affligea pas, ne se découragea pas. Il s'assit au bord du fossé et dit « Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que le génie de la montagne m'ait fait passer ce fossé. » À peine eut-il dit ces mots qu'il vit devant lui un énorme chat qui se mit à miauler si épouvantablement que Henri en fut étourdi. Ouais, ça je comprends ça Henri, je connais ça tous les soirs à l'heure de la pâtée. Le chat lui dit « Que viens-tu faire ici? Sais-tu que je pourrais te mettre en pièces d'un coup de griffe ?»« Je n'en doute pas, monsieur le chat, mais vous ne voudrez pas le faire. Mais vous ne le voudrez pas faire, excusez-moi pour la grammaire, quand vous saurez que je viens chercher la plante de vie pour sauver ma pauvre maman qui se meurt. Si vous voulez bien me permettre de passer votre fossé, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira de me commander. »« En vérité, dit le chat, écoute, ta figure me plaît. Si tu peux me pêcher tous les poissons qui vivent dans ce fossé,
Si tu peux, après les avoir pêchés, me les faire cuire ou me les saler, je te ferai passer de l'autre côté foie de chat. Tu trouveras tout ce qu'il te faut ici près du sable. Quand tu auras fini, appelle-moi. » Henri fit quelques pas et vit à terre des filets, des lignes, des hameçons. Il prit un filet en pensant que d'un coup il prendrait beaucoup de poissons et que cela irait plus vite qu'avec la ligne. Il jeta donc le filet, le retira avec précaution. Il n'y avait rien. Désappointé, Henri pensa qu'il s'y était mal pris. Il rejeta le filet, tira doucement. Rien encore. Henri était patient. Il recommença pendant 10 jours sans attraper un seul poisson. Alors il laissa le filet et jeta la ligne. Il attendit 1 heure, 2 heures. Aucun poisson ne mordit à l'hameçon. Il changea de place jusqu'à ce qu'il eût fait le tour du fossé. Il ne prit pas un seul poisson. Il continua pendant 15 jours. Ne sachant que faire, il pensa à la fée bienfaisante qu'il abandonnait à la fin de son entreprise, et s'assit tristement en regardant le fossé, lorsque l'eau se mit à bouillonner, et il vit paraître la tête d'une grenouille. « Henri, dit la grenouille, tu m'as sauvé la vie. Je veux te la sauver à mon tour. Si tu n'exécutes pas les ordres du chat de la montagne, il te croquera pour son déjeuner. Tu ne peux pas attraper les poissons parce que le fossé est si profond qu'ils se réfugient tous au fond. Tous au fond. Mais laisse-moi faire. Allume ton feu pour les cuire, prépare tes tonneaux pour les saler, je vais te les apporter tous. » J'étais pas au courant que les grenouilles pêchaient. Mais bon. Disant ces mots, la grenouille s'enfonça dans l'eau. Henri vit l'eau s'agiter et bouillonner comme s'il se livrait à un grand combat au fond du fossé. Au bout d'1 minute, la grenouille reparut et sauta sur le bord où elle déposa un superbe saumon qu'elle venait de pêcher avec ses pattes. Encore une fois, comment? Je savais pas que les grenouilles pêchaient les poissons. Mais bon, c'est pas grave, c'est une grenouille qui parle, c'est un conte, c'est magique. Voilà, ta gueule, c'est magique. À peine Henri avait-il eu le temps de saisir le saumon que la grenouille reparut avec une carpe. Elle continua ainsi pendant 60 jours. Henri cuisait les gros poissons, jetait les petits dans des tonneaux et les salait. Enfin, au bout de 2 mois, la grenouille sauta au bord du fossé et dit à Henri « Il ne reste plus un seul poisson dans le fossé. Tu peux appeler le chat de la montagne. » Henri remercia vivement la grenouille, qui lui tendit sa patte mouillée en signe d'amitié. Henri la serra amicalement, et la grenouille disparut. Quand Henri eut rangé pendant 15 jours tous les poissons cuits et tous les tonneaux pleins de poissons salés, il appela le chat, qui apparut tout de suite. « Voici, monseigneur, lui dit Henri, tous vos poissons cuits et salés. Veuillez tenir votre promesse et me faire passer à l'autre bord. » Il a une drôle de dégaine quand même, le petit Henri. C'est un très très gros chat, ça. Ah, c'est peut-être genre un chat sauvage, genre un puma ou quelque chose. Le chat examina les poissons et les tonneaux, goûta un poisson cuit et un poisson salé, se lécha les lèvres, sourit et dit à Henri « Tu es un brave garçon, je veux récompenser ta patience. Il ne sera pas dit que le chat de la montagne n'ait payé tes services. » En disant ces mots, le chat s'arracha une griffe et la donna à Henri en lui disant « Quand tu seras malade ou que tu te sentiras vieillir, touche ton front avec cette griffe. Maladie, souffrance, vieillesse disparaîtront. Elle aura la même vertu pour tous ceux que tu aimeras et qui t'aimeront. » Henri remercia le chat avec effusion, prit la précieuse griffe et voulut l'essayer immédiatement, car il se sentait fatigué et souffrant. À peine la griffe eut-elle touché son front, qu'il se sentit frais et dispos comme s'il sortait du lit. Le chat sourit et dit « À présent, monte sur ma queue. » Je ne vais rien dire, je ne vais rien dire. Henri obéit. À peine fut-il sur la queue du chat que cette queue s'allongea tellement qu'il se trouva à l'autre bord du fossé. Vous voyez, là je rigole, quand j'étais... Alors, quand j'étais petite, je rigolais pas en lisant ça. Je blâme Lyra. Mon esprit est perverti à cause d'elle. C'est de sa faute. Voilà. Enfin,
Continuation du dernier chapitre, les épreuves de plus en plus dangereuses. Donc maintenant, c'était donc la pêche. À nouveau, on avait le danger que le chat croque le petit Henri. D'ailleurs, voilà, gros chat sauvage. Voilà, pas petit chat domestique. C'est pas Midnight, par exemple. Quoique Midnight, ça m'étonnerait pas qu'elle me bouffe un jour. Euh, et à nouveau, Henri reçoit de l'aide. Il reçoit l'aide de la grenouille, donc quelqu'un de spécialisé. Grenouille, animal aquatique, on se dit que ça marche. Pour pouvoir accomplir sa tâche. Euh, bon, pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que voilà la formulation assez rigolote de la fin. euh, J'avais quelque chose à rajouter, mais je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, oh, non, je pense que c'est bon. On va pouvoir continuer. Du coup, il semblerait que les épreuves du petit Henri soient enfin terminées, car nous arrivons au chapitre 7, la plante de vie. Henri salua respectueusement le chat et courut vers le jardin de la plante de vie, qui n'était plus qu'à 100 pas de lui. Il tremblait que quelque nouvel obstacle ne retardât sa marche, mais il atteignit le treillage du jardin. Il chercha la porte et la trouva promptement, car le jardin n'était pas grand. Mais il y avait une si grande quantité de plantes qui lui étaient inconnues qu'il lui fut impossible de trouver la plante de vie. Si je me rappelle bien, dans les Sims, c'est une espèce de fruit. Non, c'est bon. Il se souvint heureusement que la fée bienfaisante lui avait dit d'appeler le docteur qui cultivait ce jardin des fées, et il l'appela à haute voix. À peine l'eut-il appelé, à nouveau, qu'il entendit du bruit dans les plantes qui étaient près de lui, et qu'il en vit sortir un petit homme haut comme un balai de cheminée. Il tenait un livre sous le bras, avait des lunettes sur son nez crochu, et portait un grand manteau noir de docteur. J'aime beaucoup cette illustration. Je l'imaginais pas tout à fait comme ça, mais il est très mignon, je trouve, avec ses lunettes. Que cherchez-vous, petit dit le docteur en se redressant. Et comment avez-vous pu parvenir jusqu'ici? Monsieur le docteur, je viens de la part de la fée bienfaisante vous demander la plante de vie pour guérir ma pauvre maman qui se meurt. Ceux qui viennent de la part de la fée bienfaisante, dit le petit docteur en soulevant son chapeau, sont les bienvenus. Venez, petit, je vais vous donner la plante que vous cherchez. Il s'enfonça dans le jardin botanique, où Henri eut quelque peine à le suivre, parce qu'il disparaissait entièrement sous les tiges. Enfin, ils arrivèrent près d'une plante isolée. Le petit docteur tira une petite serpette de sa poche, en coupa une tige et la donna à Henri en lui disant « Voici, faites-en l'usage que vous a prescrit la fée. Mais ne la laissez pas sortir de vos mains, car si vous la posez n'importe où, elle vous échappera sans que vous puissiez jamais la ravoir. » C'est une plante magique, ça fait sens. Henri voulut le remercier, mais le petit homme avait déjà disparu au milieu de ses herbes médicinales. Et Henri se trouva seul. Comment ferai-je maintenant pour arriver vite à la maison? Si en descendant je rencontre les mêmes obstacles qu'en montant, je risque de perdre ma chère plante qui doit rendre la vie à ma pauvre maman. Il se ressouvint heureusement du bâton que lui avait donné le loup. Voyons, dit-il, s'il a vraiment le pouvoir de me transporter dans ma maison. En disant ces mots, il se mit à cheval sur le bâton, souhaitant d'être chez lui. Au même moment, il se sentit enlevé dans les airs, qu'il fendit avec la rapidité de l'éclair, et il se trouva près du lit de sa maman. Il se précipita sur elle et l'embrassa tendrement, mais elle ne l'entendait pas. Henri ne perdit pas de temps, il pressa la plante de vie sur les lèvres de sa maman, qui au même instant ouvrit les yeux, et jeta ses bras autour du cou de Henri en s'écriant « Mon enfant, mon cher Henri, j'ai été bien malade, mais je me sens bien à présent, et j'ai faim. » Puis le regardant avec étonnement. « Comme tu as grandi, mon cher enfant, qu'est-ce donc? Comment as-tu pu grandir ainsi en quelques jours ?»
c'est que Henri était véritablement grandi de toute la tête, car il y avait 2 ans, 7 mois et 6 jours qu'il était parti. Henri avait près de 10 ans. Avant qu'il eût le temps de répondre, la fenêtre s'ouvrit et la fée bienfaisante parut. Elle embrassa Henri et, s'approchant du lit de la maman, lui raconta tout ce que le petit Henri avait fait pour la sauver, les dangers qu'il avait courus, les fatigues qu'il avait endurées, le courage, la patience, la bonté qu'il avait montrée. Henri rougissait de s'entendre louer ainsi par la fée. La maman serrait son petit Henri contre son cœur et ne se lassait pas de l'embrasser. Après les premiers moments de bonheur et d'effusion, la fée dit « Maintenant, Henri, tu peux faire usage des présents du petit vieillard et du géant de la montagne. » Henri tira sa tabatière et l'ouvrit. Aussitôt, il en sortit une si grande foule de petits ouvriers, pas plus grands qu'une abeille, que la chambre en fut remplie. Ils se mirent à travailler avec une telle adresse et une telle promptitude qu'en un quart d'heure, ils bâtirent et meublèrent une jolie maison qui se trouva au milieu d'un grand jardin, adossé à un bois et à une belle prairie. Oui, je sais, ta gueule, c'est magique, mais enfin bon, tu peux pas construire une prairie. Pardon. Tout cela est à toi, mon brave Henri, dit la fée. Le chardon du géant te procurera ce qui te manque, le bâton du loup te transportera où tu voudras, et la griffe du chat te conservera la santé et la jeunesse, ainsi qu'à ta maman. Adieu, Henri, vis heureux et n'oublie pas que la vertu et l'amour filial sont toujours récompensés. Henri se jeta aux genoux de la fée. Il lui donna sa main à baiser, elle lui donna sa main à baiser, lui sourit et disparut. La maman de Henri aurait bien voulu se lever pour voir et admirer sa nouvelle maison, son jardin, son bois et sa prairie, mais elle n'avait pas de robe. Pendant sa maladie, elle avait fait vendre par Henri tout ce qu'elle possédait pour que Henri ne manquât pas de pain. « Hélas, mon enfant, je ne puis me lever, dit-elle. Je n'ai ni jupon, ni robe, ni souliers. »« Vous allez avoir tout cela, chère maman, s'écria Henri. Et tirant son chardon de sa poche, il le sentit en désirant des robes, du linge, des chaussures pour sa maman, pour lui-même, et du linge pour la maison. Au même instant, les armoires se trouvèrent pleines de linge. La maman se retrouva habillée d'une bonne robe de mérino et Henri d'un vêtement complet de drap bleu. Il avait de bons souliers ainsi que sa maman. Tous deux poussèrent un cri de joie. La maman sauta de son lit pour parcourir avec Henri toute la maison. Rien n'y manquait. Partout des meubles confortables et simples. La cuisine était garnie de casseroles et de marmites, mais il n'y avait rien dedans. Henri sentit son chardon en désirant avoir un bon dîner tout servi. Une table servie et couverte d'une bonne soupe bien fumante, d'un bon gigot, d'un poulet rôti, d'une bonne salade, se plaça immédiatement devant eux. Ils se mirent à table et mangèrent avec l'appétit de gens qui n'avaient pas mangé depuis près de 3 ans. J'aime beaucoup cette ligne, je la trouve très mignonne. La soupe fut bien vite avalée. Le gigot y passa tout entier, puis le poulet, puis la salade. Quand ils furent rassasiés, la maman, aidée de Henri, ôta le couvert, lava et rangea la vaisselle, nettoya la cuisine, puis ils firent les lits avec les draps qu'ils trouvèrent dans les armoires, et se couchèrent en remerciant Dieu et la fée bienfaisante. La maman y ajouta un remerciement sincère pour son fils Henri. Ils vécurent ainsi très heureux, sans jamais manquer de rien grâce au chardon, sans souffrir ni vieillir grâce à la griffe, et sans jamais se servir du bâton, car ils étaient heureux dans leur maison et ils ne désiraient pas se transporter ailleurs. Henri se borna à demander à son chardon 2 belles vaches, 2 bons chevaux et les choses nécessaires à la vie de chaque jour, mais sans jamais demander du superflu, soit en vêtements, soit en nourriture. Aussi conserva-t-il son chardon tant qu'il vécut. On ne sait pas s'il vécut longtemps ainsi que sa maman. On croit que la reine des fées les rendit immortels et les transporta dans son palais, où ils sont encore. Et c'est la fin de l'histoire du bon petit Henri. J'espère que cette histoire vous a plu. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup à peu près toutes les histoires de ce recueil. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Je l'aime en particulier parce que j'aime
j'aime les fins heureuses déjà, et j'aime les fins heureuses qui sont méritées. C'est, et c'est un petit peu le but de cette histoire, c'est vraiment euh, Henri qui a travaillé d'arrache-pied pendant presque 3 ans et qui, grâce à cela, peut vivre heureux dans une maison bien propre, bien riche, avec tout ce qu'il lui faut pour le reste de ses jours et vivre très vieux avec sa maman. Ça, je trouve que c'est très très mignon. Bon, après, on retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration chrétienne. C'est bon, déjà la fée bienfaisante, clairement, c'est Dieu. Hein, euh, Henri n'arrête pas de la prier comme s'il priait Dieu. D'ailleurs, quand il la remercie ou quand il lui demande quelque chose, il se met à genoux et il joint les mains comme pour une prière. Euh, bon, vous me direz aussi, on peut être aussi dans cette pause lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un. Mais bon, typiquement, c'est le genre de pause de prière. Euh, ouais. Et qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, donc déjà, voilà, inspiration chrétienne, les fées sont un peu Dieu. D'ailleurs, on peut se dire que les génies sont plutôt... Alors, je dirais pas des démons, parce que leur but n'est pas d'empêcher Henri d'avancer. Hein. Il lui donne les clés pour avancer, au contraire. Donc on n'est pas sur des démons, on n'est pas sur des figures démoniaques. Euh, non, je pense qu'il faut vraiment les prendre comme une métaphore du travail, une métaphore de la vie. Henri, en fait, il faut s'imaginer, si je devais réécrire ce conte euh, de façon complètement terre à terre, pour moi, c'est l'histoire d'un garçon qui commence à travailler pour pouvoir, pour pouvoir soigner sa maman, hein, et qui a la chance de pouvoir rapidement tout de même progresser grâce, certes, à son acharnement, grâce à son travail et grâce à un petit peu de chance, mais aussi grâce à l'aide de personnes plus capables que lui. Euh, pour moi, vraiment, c'est ce genre de conte, c'est voilà, enfin, ce conte-là en particulier, ici, c'est vraiment une métaphore du travail dans un système où faut vraiment travailler comme un robot pour arriver au sommet. Voilà, bon, après ça, c'est peut-être mon interprétation de personne de gauche. C'est pas impossible. Euh, mais bon, je maintiens. Je maintiens. C'était clairement pas le but de la comtesse de Ségur. Je ne sais pas exactement quel était son but. Je pense que son but était très probablement de louer la vertu du travail et de renforcer de transmettre ses valeurs chrétiennes à ses petits-enfants. Peut-être aussi de leur apprendre comment on écrit les chiffres, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce conte. Euh, mais voilà, si je l'interprète comme ça. Voilà, mort de l'auteur, comme on dit. Voilà, voilà. Voilà, et bien sûr, le travail acharné qui est récompensé à la fin par une vie à l'abri du besoin. Tout de même, je pense que c'est pas très très juste. Je pense que tout le monde mérite une vie à l'abri du besoin, mais bon, c'est que mon avis. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous a plu. J'espère que le nouveau le, le- le nouvel nouveau, le nouvel arrangement de l'écran vous convient. J'espère que vous avez aimé suivre la lecture avec moi. Et je vous retrouverai la semaine prochaine pour lire le prochain conte, le conte de la princesse Rosette. Passez une très très bonne semaine et j'ai hâte de vous retrouver. Bisous à tous.